Voilà, ben écoutez, merci comme vient de vous le dire Pierre. Je ne suis pas très légitime pour parler des toiles de Beau-Tyran, parce que je suis médiéviste et hispaniste. Alors, j'ai fait quand même une excursion loin de mon territoire de compétences, mais ceci est dû au fait que les personnes qui avaient été sollicitées pour intervenir pour ce cours n'ont pas pu, pour des raisons diverses, assumer cette charge, mais en revanche, elles m'ont donné toutes les informations nécessaires, donc je vais me faire le porte-parole de leurs recherches et je tiens à les remercier ici. Catherine de Gabory, tout d'abord, qui a longtemps travaillé au Musée des Arts Déco et qui connaissait bien la question. Marguerite Stahl aussi, qui a réuni un dossier tout à fait extraordinaire sur les toiles de Beau-Tyran. Et Madame Micoulot du Musée des Arts et Techniques de Beau-Tyran, qui évidemment m'a très bien reçu et m'a fait part de ses connaissances. Et puis, ce travail était d'autant plus facile que la fabrique de Beau-Tyran et sa production a été bien étudiée par un spécialiste qui est un collectionneur, Jean-Louis Autempen, qui a donc publié plusieurs ouvrages sur la fabrique de Beau-Tyran, où il y a à peu près tout ce que l'on sait, ce que l'on peut savoir, sauf quelques informations supplémentaires que détient Marguerite Stahl et dont j'espère qu'elle nous fera l'honneur de publier dans la revue historique de Bordeaux un petit article pour parler des détails qu'elle aurait à rajouter à ce que je vais dire. Alors, pour commencer, donc, je vais faire une présentation de la fabrique des toiles de Beau-Tyran, la fabrique Meillet, mais auparavant, je vais essayer de d'établir le contexte de cette création. Parce qu'effectivement, on est étonné dans une ville comme Bordeaux et la Gironde, qui n'est pas une ville particulièrement reconnue pour l'industrie textile, d'avoir affaire à une fabrique, je ne dis pas de cette importance, parce que ça n'a jamais été d'une très grande importance, mais de cette qualité. Alors l'industrie textile en Aquitaine, sous l'Ancien Régime, eh bien, on en fait vite le tour, n'est-ce pas, puisque c'est la Gironde en particulier, Bordeaux, n'est pas du tout une zone de production. Bien sûr, il y a comme partout des champs de lin et de chanvre qui permettent d'assurer une partie des besoins de la population locale, de la paysannerie et des classes laborieuses des villes. Mais ce n'est pas très important. Sous l'Ancien Régime et jusqu'au XVIIIe siècle, l'essentiel des textiles produits dans le sud-ouest, il y avait bien sûr la laine, les draps de laine qui étaient, avec les productions pyrénéennes en particulier, des laines d'importation. Le lin et le chanvre étaient aussi filés et travaillés, mais assez peu d'importance. Le chanvre avait déjà donné, mais Philippe Maffre nous a parlé d'Agen il y a 3 semaines, mais il y avait à Agen une fabrique de toiles de chanvre qui était essentiellement destinée à la marine. Quant au coton, il arrive bien sûr relativement tard, à la fin du XVIIe siècle. Et là, Bordeaux devient quand même une ville importante du fait du port et du commerce avec ce qui sera les colonies françaises, où il y a beaucoup de coton, il n'y a pas que du sucre. Et donc, le coton arrive de manière de plus en plus abondante à Bordeaux, mais en passant beaucoup par l'Angleterre, parce qu'on n'a pas les capacités de traiter cette production cotonnière des colonies. Donc, à partir du XVIIe siècle, ce coton importé, avec la mise en place de la Compagnie des Indes au milieu du XVIIe siècle, va devenir une denrée relativement commune, et on a beaucoup de mal
à se passer des cotons qui arrivent d'Angleterre, où les techniques, je vous ai mis ici une image d'un tisserand d'ailleurs qui est plutôt 19e siècle et qui me rappelle un peu ce que pouvait être mon arrière-grand-père qui était tisserand langoiran, donc j'imagine qu'il devait travailler sur un métier de ce type que ma mère a connu du reste. Mais c'était ce type de métier qui était utilisé dans nos campagnes et dans les villes, souvent comme par des ouvriers pour lesquels c'était une des occupations. On pouvait être à la fois à moitié vigneron ou avoir une petite exploitation agricole et tisser le chanvre ou le lin. Mais les Anglais ont toujours une longueur d'avance, donc ils arrivent très rapidement à introduire des modernisations tant dans la filature que dans le tissage. Et de ce fait, on a beaucoup de mal à se libérer de cette concurrence. Quoi qu'il en soit, du coton, il y en a, du lin, il y en a, du chanvre, il y en a. On a toutes les qualités de tissage qui peuvent apparaître. Je m'aperçois que j'ai oublié dans mes remerciements de mentionner la participation très active de Madame Florence Mott, que j'aperçois dans la salle et qui m'a fait le plaisir, l'honneur et la gentillesse de me donner toute sa documentation pour préparer cette conférence. Donc, ces tissus qui commencent à se répandre en concurrence avec la laine pour toutes les nécessités textiles, eh bien, ils ont un défaut majeur, c'est d'être extrêmement tristes. On vit dans un monde non pas en noir et blanc, mais en grège et marronasse. Donc c'est ça un petit peu la vie sous l'Ancien Régime. C'est pas l'idée que l'on donne à nos chères têtes blondes, d'ailleurs, qui ne sont pas toujours blondes et qui ne s'intéressent absolument pas à l'histoire. Mais si on leur disait ce qu'était réellement la vie sous l'Ancien Régime, ça les intéresserait encore moins, parce que ça devait être sinistre. Il fallait aller à l'église de temps en temps pour voir un peu de couleur sur les rétables et de dorure. Mais autrement, la vie était terne. Alors, ce problème de la monochromie, on arrive à le surpasser pour produire les vêtements ou les décors des grands. Mais pour la population, le gros de la population, ça ressemble plutôt à ce que vous voyez en bas à droite dans ce tableau de Lenain. Voilà un petit peu, ce n'était pas encore des mangeurs de pommes de terre, mais c'était à peu près aussi triste que les mangeurs de pommes de terre de Van Gogh que l'on connaît. Alors évidemment, Madame de Lavallière, elle a une jolie robe verte, mais verte, sans motif. Les courtisans à la cour sont aussi habillés de tissus uniformes. Donc, c'est un peu ça le problème. Alors, évidemment, on va s'efforcer de donner un peu de couleur à ces textiles. Mais cette couleur, elle peut être donnée par la peinture. C'est pour ça qu'on parlera de toile peinte, alors que nous, on va parler de toile teinte, ce qui est très différent. Et on a encore dans quelques vieilles maisons de la Gironde, de l'Aquitaine, ces fausses tapisseries en toile peinte. Vous en avez une sur la gauche, où on n'a pas les moyens de se payer des vraies tentures de tapisserie, mais on les imite et on a ainsi un peu de couleur dans les maisons. Il y a aussi des toiles de coton peintes. Alors je crois que j'ai photographié à droite, je crois que c'est le cas. Je ne pense pas que ce soit une toile imprimée, mais je n'ai pas eu le temps de vérifier dans la maison où j'ai pris cette photo. Donc on peut avoir des toiles peintes. Ou alors il faut avoir recours au brocart. Le brocart de soie, généralement, mais aussi qui peut être un système de tissage avec des fils colorés et tissés que l'on peut trouver pour les habillements, mais ce sont des pièces d'un très grand prix et évidemment, ça ne peut être accessible que par une toute petite partie de la population. Et de plus, ces couleurs, ces teintures sont relativement pâles et assez peu nombreuses. Alors on a bien sûr
dans la région, et ça a été aussi l'une la richesse de Bordeaux a aussi reposé sur le commerce du pastel, en lien avec Toulouse et toute la production de Lauragais, qui donnait ces magnifiques bleus pastels que l'on connaît encore. Et puis, et qui se commercialisait en boules, comme ça, en coques, les coques, le pays de Cocagne, qui permettait donc de commercialiser ce pastel. Mais vous voyez, c'était des teintures relativement ternes et qui étaient produites avec des techniques qui pouvaient être des techniques assez simples, de peinture à la réserve. Alors, on passait de la cire sur les tissus et après, quand on imprimait les tissus, ces parties restaient en blanc, mais c'était des techniques relativement sommaires. Donc, le passage à une production plus importante va s'opérer à partir du XVIIe siècle, avec de nouveaux colorants qui arrivent des îles, enfin des colonies, en particulier l'indigo. Alors, vous voyez ces esclaves dans les champs. Ici, ce n'est pas de la canne à sucre, ce n'est pas du coton, c'est de l'indigo qu'ils récoltent. Et cet indigo va être à l'origine d'une grande production de tissus bleus. Et ça va rester une tradition dans les campagnes, les bleus de campagne, les bleus des ouvriers agricoles et des ouvriers en général, étaient associés à ce colorant bleu. Et alors on commence à trouver, et ça c'est associé très souvent aux toiles aux indiennes dont je vais parler, on commence à trouver ces tissus qui sont flammés et qui sont produits à partir d'une technique très particulière qui est celle de l'ikat que l'on connaît en Indonésie et qu'on connaît dans les Indes orientales, qui provient d'un tissage qui est opéré avec des fils blancs et bleus, mais ce sont les fils qui sont teintés et ce n'est pas le tissu. Donc c'est aussi assez complexe, mais relativement plus facile à réaliser que les teintures sur lesquelles on va s'attarder un peu plus tard. Quoi qu'il en soit, ces tissus flammés sont absolument indissociables des toiles dites de Jouy ou de Beau-Tyran que l'on va voir des indiennes, parce que très souvent, ils en constituent le revers. Et vous devez tous, enfin beaucoup d'entre vous connaissent ces assemblages de tissus, ces couvertures, ces dessus de lit qui présentent une face en indienne et le revers dans ce tissu flammé dont Madame Mott me dit qu'elle est sans doute produite en Charente, en tout cas actuellement et au XIXe siècle. C'est une production très abondante du pays charentais, mais à cette époque-là, sans doute, il est possible qu'il ait été aussi produit par les premières fabriques de cotonnade de Bordeaux et de la métropole. Et alors, évidemment, ce qui va se passer, et c'est là qu'on comprend pourquoi cette révolution du goût va amener un tel bouleversement, c'est qu'avec l'accroissement du commerce avec les Indes orientales, et en particulier avec l'Inde et les comptoirs indiens, dont le plus fameux, le plus important dans ce domaine est celui de Pondichéry, qui a été très lié aussi à Bordeaux. C'est dans ces comptoirs des Indes, et en particulier de la côte est des Indes, que vont provenir des magnifiques tissus de coton teints de couleurs très vives, de couleurs et beaucoup plus variées, que l'on va appeler les indiennes. Ces toiles des Indes, qui arrivent en abondance à partir du XVIIe siècle, vont séduire l'aristocratie, puis ça va s'étendre, ça va descendre dans l'échelle sociale jusqu'à la petite bourgeoisie, vous allez voir, et
cette production, c'est pour ça que j'ai mis un petit plan de Pondichéry en bas à gauche, parce que il semble que la ville ait eu une grande importance dans le développement de ce commerce des Indes, tout du moins au départ. Après, ça s'est étendu à d'autres comptoirs. Et à droite, vous avez un détail de ce palampore. C'est le nom que l'on donne, palampore, à ces textiles indiens, avec ces motifs naturalistes, ces poissons, le petit crabe, ces fonds marins, comme si on plongeait. Beaucoup de nos contemporains adorent aller aux Seychelles pour passer quelques mois d'hiver pour voir les jolis poissons de toutes les couleurs. Eh ben, on n'en a pas besoin, puisque nous, on a les palampores des Indes qui sont beaucoup plus beaux et beaucoup moins humides que les fonds marins. Donc, cette production indienne, voici ici deux exemples, venant de la côte de Coromandel, c'est-à-dire la côte est, avec un détail d'un palampore à gauche, et puis un grand couvre-lit qui est fabriqué vraisemblablement pour l'exportation et dont on a encore, actuellement on en trouve encore évidemment, même dans les boutiques les plus modestes, à Mériadec, vous pouvez trouver des palampores de ce type, donc qui sont encore fabriqués, importés, selon des techniques identiques à celles du XVIIe et du XVIIIe siècle. Et ça c'est un succès phénoménal qui va se répandre dans toute la société. Alors vous avez Mademoiselle d'Armagnac, qui a été une des grandes aristocrates et qui a été sans doute assez proche, au plus proche du jeune Louis XIV, et qui porte, vous voyez, une grande robe d'indienne. Alors là, c'est vraiment sans doute des indiennes de provenance d'Inde, qui sont fabriquées pour correspondre au goût occidental, comme les fameuses porcelaines de la Compagnie des Indes, donc, qui donc est visible sur cette gravure qui montre le faste versaillais et qui va pouvoir circuler dans la France entière. Mais ça va jusque même à des gens beaucoup plus simples que cette grande aristocratie. Et il y a une réplique du bourgeois gentilhomme, de M. Jourdain, qui dit « Mon tailleur m'a dit que les gens de qualité étaient comme cela dès le matin ». Et on voit toujours dans cette pièce, on voit toujours donc le bourgeois gentilhomme avec sa robe de chambre et ce joli bonnet qui vous montre comment ces indienneries étaient largement répandues et faisaient partie des éléments de distinction qui permettaient de se pousser un peu du col. Alors, évidemment, à partir de là, on commence à fabriquer des indiennes, des toiles peintes, ou plutôt teintes, qui, là aussi, les Anglais se mettent très vite à l'ouvrage, les Suisses, les Allemands, les Français sont un peu à la remorque, et puis alors, évidemment, ça fait le bonheur des commerçants, et ça fait le malheur, et ça provoque des pleurs, des grincements de dents chez les producteurs de tissus traditionnels. Donc, ces toiles peintes, là j'ai mis un passage de l'encyclopédie, imitées des indiennes qui se fabriquent en Europe, les toiles peintes ou les indiennes sont des toiles de coton empreintes de diverses couleurs. On en fait dans plusieurs endroits en Europe, mais les plus belles viennent de Perse et des Indes orientales. On croit communément qu'on ne peut en faire en Europe de la beauté de celle des Indes, ni qui se lavent de la même manière sans s'effacer, parce que c'est ça le problème. Évidemment, si vous peignez les toiles, vous ne pouvez pas les laver, même si on n'avait pas l'obsession du nettoyage comme de nos jours, mais il fallait quand même les nettoyer de temps en temps, parce qu'on croit que dans l'Inde, on y fait des teintures avec des sucs d'herbe qui ne croissent pas dans ce pays-ci, mais c'est une erreur qu'il est facile de détruire. Alors pour ce faire, on va envoyer des expéditions en Inde, de véritables espionnages industriels, pour arriver à percer le secret de ces teintures, et peu à peu, on va en produire en Europe, à tel point, je vous dis, que ça va devenir un problème pour le commerce français
et pour le produit intérieur. Ça fait longtemps qu'on trouve qu'on ne produit pas assez en France, qu'on achète trop en Extrême-Orient. Vous voyez, c'est pas nouveau tout ça. Mais nous avons un gouvernement musclé qui, au milieu du XVIIe siècle, dans les années 1680, va prendre le mors aux dents. Et ça lui est d'autant plus facile que la plupart de ces producteurs d'indiennes installés en France, d'origine suisse ou allemande, étaient protestants. Et il n'est pas indifférent de noter que les édits prohibant l'importation des indiennes datent de 1686, c'est-à-dire d'un an après la révocation de l'édit de Nantes par Louvois. Donc on voit là qu'il y a cette décision montre que le succès des indiennes était tel qu'il fallait absolument protéger l'industrie textile traditionnelle par des mesures radicales. Et donc ces mesures sont prises, mais avec beaucoup de rigueur. Hein. De même que les protestants, on leur envoie des dragons pour les chasser de leur maison, eh bien les mêmes dragons, ou au moins la maréchaussée au service du roi, va aller poursuivre non seulement les fabricants, hein, il n'y a pas que la production ou le commerce, mais aussi l'usage, c'est-à-dire on va aller arrêter telle jolie bourgeoise en indiennée et la laisser repartir en jupon blanc ou crème après avoir imposé lui imposer de se déshabiller. C'est des réalités, c'est vraiment ainsi que ça se passait. Il y avait vraiment des mesures très, très radicales, un peu paranoïaques de la part de l'administration française. Et peut-être qu'on en arrivera là dans les quelques années qui viennent, si on veut se défaire des Huawei ou autres TikTok. Donc c'est une mesure qui a très bien marché, et on a réussi à bloquer complètement, complètement, on ne bloque jamais, parce qu'évidemment, on va toujours voir des gens qui vont être capables de présenter des indiennes et de s'arranger avec la maréchaussée. En particulier, il y a une dame qui est très forte de ce point de vue, un petit peu plus tard, au XVIIIe siècle, qui s'appelle Madame Poisson, marquise de Pompadour, qui adore les tissus colorés et qui ne va pas se gêner pour en porter et pour amener le roi Louis XV et ses ministres à revenir sur la décision de 1686. Et en 1760, l'arrêt du 3 juillet va accorder, non pas une dérogation, mais une autorisation de produire sur le territoire du royaume des toiles de lin, chanvre ou coton peintes ou imprimées. Et le souci quand même de l'administration française de contrôler cette production va imposer que ces toiles soient imprimées en tête. Ce sont des toiles, sont des pièces qui font une vingtaine de mètres de longueur. Elles doivent être imprimées en tête et en queue avec la marque de fabrique et la garantie bon teint, c'est-à-dire vous pouvez les mettre à la machine à laver. Enfin, il n'y avait pas encore de machine à laver, mais disons dans les mains de la soubrette qui va les savonner énergiquement. Voilà. Ça date de 1760, et à partir de ce moment-là, les vannes sont ouvertes et vont se précipiter sur le territoire de royaume des artisans, des personnages, des hommes d'affaires qui, comprenant le bénéfice qu'ils peuvent tirer de cette production, vont s'installer un peu partout en France. Ici, c'est une carte que j'ai prise à Jouy-en-Josas, où il y a un très beau musée de ces toiles de ces indiennes, évidemment, qui montre la densité de cette production. Beaucoup en Normandie, dans l'Est, un petit peu partout. Donc, à partir de 1760, une multiplication de ces lieux de production. Alors, l'une des premières, je ne dis pas des plus intéressantes, mais ça m'a beaucoup touché, parce qu'il y a quelques années,
j'avais découvert l'existence de cette manufacture en visitant le musée d'Orange, où il y a eu très tôt une manufacture, qui a ouvert avant même la levée de la prohibition, puisque le manufacturier Rodolphe Vetter s'était établi en 1744 à Marseille, parce que Marseille était un port franc et qui était un peu à l'écart, les artisans pouvaient produire à Marseille ces toiles avec l'appui d'une communauté d'artisans d'origine arménienne. Et cette fabrique Vetter était considérable. Et c'est très, très intéressant de visiter le musée d'Orange de ce point de vue, parce que Vetter avait fait réaliser pour sa résidence, pour sa demeure, des grandes toiles peintes qui sont exposées au musée, qui sont vraiment des toiles peintes avec la tradition traditionnelle de la peinture sur toile. Hein. Ça n'a rien à voir avec des toiles décoratives, où on a une vision de ses ateliers, de sa maison. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça nous donne une idée, peut-être en plus grand, mais au temps de sa splendeur, la fabrique de Beau-Tyran a employé des centaines de personnes aussi. Et donc, voilà à quoi pouvait représenter l'atelier. C'est un atelier de retouche ou de pinceautage, où on voit toutes ces dames qui sont des employés de la maison Vetter. Et à droite, on a M. Vetter, Jean Rodolphe, qui visite un atelier d'impression où on voit comment au bout de ces grandes perches sont fixées des plaques avec lesquelles on fabrique, on imprime les motifs de ces premières indiennes. Alors évidemment, le principal producteur, le personnage qui va jouer le plus grand rôle dans excusez-moi, j'ai mis ma montre alors, mais j'ai eu une émotion. Le principal qui a ouvert le marché, c'est Christoph Philipp Oberkampf, bon, c'est le plus connu, qui est un ouvrier qui travaillait qui est d'origine allemande et qui a été formé ensuite dans ses premières fabriques indiennes en Suisse, à Neuchâtel, qui était le berceau, on peut dire, en Suisse, qui était la ville dans laquelle la production de ces toiles imprimées de ces indiennes s'est développée de manière très ample et très savante, très intéressante du point de vue de l'amélioration des techniques. Et il a très vite compris, dès qu'il a vu que le marché français était ouvert, il s'est tout de suite dit, bon, où est-ce qu'il faut que je m'installe ? À Versailles. À Versailles, le foncier était un peu élevé, donc il va faire quelques kilomètres et il va s'installer à Jouy en Josas, où il va installer une fabrique qui fonctionne encore et qui est donc représentée sur ce tableau. Il y a à Jouy en Josas un très joli petit musée de la toile indienne, dont proviennent certains de ces clichés que j'ai réalisés à la fin de l'année dernière. Donc, on voit à droite les bâtiments de l'usine qui peuvent vous donner une image en plus important de ce qu'était la manufacture de Beau-Tyran. Mais enfin, on va voir aussi quelques aquarelles qui permettent de l'évoquer. Avec ces champs d'épandage, c'est tout à fait extraordinaire, on voit ces champs d'épandage avec ces pièces, ces grandes pièces de 20-25 mètres de coton qui étaient mises sur le sol pour pouvoir être lavées. Je vais revenir sur les techniques tout à l'heure, ou pour permettre aux pigments de se fixer sur la toile. Donc on a cette belle vision de l'usine de Jouy en Josas. En bas à gauche, le portrait donc de Christoph Philipp Oberkampf, et en haut à gauche, donc une de ces indiennes, une de ces toiles de Jouy, avec la marque de chef de la fabrique Oberkampf, près Versailles, bon teint, voilà, qui a la garantie bon teint. Ça, on va trouver la même chose sur les toiles de Beau-Tyran, et c'est un petit peu, si vous voulez, le modèle d'Oberkampf qui va se répandre et être appliqué à Beau-Tyran.
Alors voilà ce qu'on en fait. Et là aussi, c'est tout à fait, c'est tout à fait délicieux ce petit musée parce que il y a 2 ou 3 salles qui sont restituées avec tout l'usage que l'on pouvait avoir, les paravents, ces très jolies tenues féminines et masculines. J'ai mis aussi ici, alors pour Bordeaux, c'était plutôt ça, les Indiennes arrivent, c'est les foulards en indienne. Il n'y a pas que ces grandes toiles, on teint aussi des foulards de plus petite dimension. Et vous voyez cette dame, je ne sais pas si c'est Dagoti, ou enfin, j'ai trouvé ça dans un catalogue d'une très jolie exposition qui avait été faite au musée d'Aquitaine sur la route des Indes. On voit ces foulards d'indiennes qui servaient donc de coiffure aux dames du XVIIIe, jusque dans la petite bourgeoisie ou le peuple même, qui mettait de la couleur dans la vie. C'est ça qui est important quand même. On sortait un peu de cette grisaille épouvantable. Alors il y a ça, et puis il y a aussi l'ameublement, bien sûr. À droite, bon, à droite, c'est vraiment de la toile de Beau-Tyran. C'est une salle qui avait été aménagée à l'étage, peut-être même au 2e étage de l'hôtel de la Lande, du musée des arts décoratifs, au moment où, je ne sais pas si c'était Madame de Boisson, en tout cas Catherine de Gabory avait participé, où ils avaient trouvé ce lit à Baldaquin. Il y en a encore dans beaucoup de maisons du pays, qui nous présentent donc l'usage de cette toile peinte, de cette indienne, sur laquelle on reviendra tout à l'heure. On va voir le motif qui figure ici. Et à gauche, au musée d'Oberkampf, le salon du ménage Oberkampf, avec cette très jolie indienne qui tapisse tous les murs, vous voyez, et qui a été restituée récemment. Alors, évidemment, ces indiennes, elles servent à avoir des jolies tenues, à avoir des jolis intérieurs joyeux, mais elles servent aussi comme monnaie d'échange. Vous savez ce que disait Montesquieu des sauvages des colonies, où l'on voyait qu'ils étaient stupides, c'est qu'ils préféraient les verroteries et les toiles peintes alors que vraiment, c'était pas très malin. C'était une prouve. Parce qu'évidemment, ces indiennes, elles sont utilisées pour ces échanges commerciaux qu'on appelle le commerce triangulaire, c'est-à-dire elles partent avec la verroterie, avec les petits accessoires, des stylos bics, peut-être pas encore, mais enfin des choses de ce genre. Elles partent des ports européens, de Bordeaux, de Nantes surtout, évidemment des ports anglais, vers les côtes d'Afrique, et elles sont échangées contre des futurs esclaves qui ont été ramenés sur les ports par leurs cousins ou les rois africains de la contrée. Et ça part tout ça sur le nouveau continent, en Floride, dans les États du sud des États-Unis actuels, dans les Caraïbes et sur la côte brésilienne. Et ce qu'aiment beaucoup ces rois sauvages africains et ces commerçants africains, c'est les tissus. C'est ce qu'on va appeler les indiennes de traite. Alors ici, je vous montre un de ces exemples d'indiennes de traite qui sont qui étaient sans doute produites à Bordeaux. Mais on n'en connaît pas, on n'a pas d'exemple attesté sur de production de ce type. Celles-ci viennent de Nantes. Et c'est là qu'on en voit le plus, au musée de Nantes, au château des Ducs de Bretagne, au musée d'histoire de Nantes. On a on a des toiles et on a des catalogues, des catalogues de vente, si vous voulez. On a ces thèmes, vous voyez, des thèmes très simples, une réalisation assez sommaire, facile à imprimer, des petites cartouches de bois qui permettaient d'imprimer ces toiles. C'était donc ces indiennes de traite qu'on ne trouve pas. En voici d'autres, très très charmants. On aimerait beaucoup. J'ai beaucoup d'amis brocanteurs qui se damneraient pour avoir ce genre de tissu à vendre très cher aux amateurs. Malheureusement, c'est beaucoup plus difficile à trouver que les toiles de Beau-Tyran
chars de l'aurore ou autres productions de ce type. Alors j'ai trouvé ceci qui montre qu'à Bordeaux, il y avait des fabriques qui, à ma connaissance, mais encore une fois, je ne suis pas du tout spécialiste de la question, et les 18e ici présents en connaissent sûrement l'existence, mais dans ce travail sur la toile peinte en France au XVIIe, il y a un document qui est publié, l'état des généralités dans lesquelles sont établies des fabriques de toiles peintes, pour lesquelles on a la généralité de Bordeaux, Agen et Bordeaux, et là, on a des noms avec des quantités de pièces imprimées, des pièces donc de 20-25 mètres, Lamoureux et Marcot, Veuve Guitare, Lauzun à Agen, Aigné et Monté et Henri à Bordeaux. Personnellement, je n'avais jamais entendu parler de ces personnages, mais je ne doute pas qu'ils puissent être connus par des spécialistes du XVIIIe siècle bordelais. En tout cas, ces gens-là fabriquaient vraisemblablement des indiennes de traite, puisque même si Bordeaux n'avait pas l'importance de Nantes pour la traite, il y avait quand même quelques bateaux qui partaient chargés de cette production depuis le port de la Lune. Alors, les indiennes bordelaises, maintenant, venons-en, excusez-moi, à ce large panorama, mais je crois que c'est absolument nécessaire parce que pour comprendre l'importance économique et culturelle que vont occuper ces pièces dans l'histoire de Bordeaux à la fin du XVIIIe siècle, donc à partir des années 1780. Donc les indiennes bordelaises, il y en a eu beaucoup. De ces fabriques, on en connaît peu de manière détaillée, outre celle dont je vais vous parler, donc la fabrique de Beautyran. Il y en avait une autre établie par les Leclerc, qui du reste s'associe aux Meillet dans les années 1790, qui sont installés d'abord aux terres de Bordes, puis après au pont de la Maille, au Becquet. Là, on a... Ou c'est le contraire ? Oui, d'abord au pont de la Maille et après terre de Bordes. Merci Philippe. Vous voyez, on a des spécialistes du 18e dans mais il a déjà fait sa conférence. C'est beaucoup pour lui de nous faire la grâce, de nous faire part de son savoir une fois tous les 10 ans, alors qu'il pourrait très bien parler toutes les semaines. Mais voilà donc pour cette production de Pont de la Maille, Leclerc père et fils au Pont de la Maille, près Bordeaux, Bontin. La garantie est là. Et puis, indienne, Bontin, Leclerc, etc. J'appelle du Becquet à Bordeaux. Donc on a cette... Mais là, on situe à peu près l'endroit où se trouvait, pas très loin de Bagatelle actuellement, cette production, mais on n'a pas d'études. En revanche, on a un texte que je vais vous lire parce qu'il est tout à fait extraordinaire et il dit à lui seul beaucoup de choses sur cette production. Donc voilà ce texte, ce qui est une pub, hein, si vous voulez. C'est un texte, une réclame. Avis à messieurs les négociants, armateurs, marchands, toiliers, drapiers, etc. Les frères Leclerc et compagnie, avantageusement connus à Bordeaux depuis 12 ans qu'ils y habitent, ça date de 1789, demeurant ci-devant aux terres de Bordes, croient devoir informer le public que depuis 2 ans, ils ont transporté leur fabrique d'indiennes en tout genre sur la grande route de Toulouse, au lieu appelé la chapelle du Becquet. Ah, mais bon, il doit savoir que c'est un faux. À environ une demi-lieue de la ville et leur blancherie au pont de la Maille, parce qu'ils ont aussi une blancherie, où ils travaillent à la satisfaction de ceux qui leur commettent des impressions tant en mouchoirs fondus bleus à double face sur taffetas et autres toiles que sur garas, c'est des toiles plus sommaires, guinée et cotonille pour habillement à l'usage du pays.
Ils teignent ces toiles de coton en gros bleu pour tablier. Ils impriment sur toile de lin en bleu de ciel à grandes et moyennes rayures. Pour les colonies, ils fabriquent des indiennes en toutes couleurs et à fond sur coton et toile de lin pour habillement et pour meubles mouchoirs à fond et à vignettes sur toile de lin et de coton, le tout bon teint. Ce qui doit plus particulièrement intéresser messieurs les négociants et armateurs, c'est que les frères Leclerc se chargent d'imprimer pour leur compte et à un prix modéré les limonias pour la traite des Noirs, dans quel dessin qu'ils jugent à propos de choisir. Ils se chargeront aussi de réparer et de reblanchir en neuf les marchandises en toilerie, indiennes, mouchoirs et autres, avariés, de leur rendre leur premier lustre et de les reployer dans les formes ordinaires en telle quantité qu'elles puissent être, de blanchir les toiles écrues, d'imprimer les draps et autres étoffes passées de couleur, ce qui leur donne une nouvelle valeur. La fabrique des frères Leclerc, outre qu'ils sont 5 frères, tous artistes, est souvent suffisamment pourvue d'ouvriers dans tous les genres et des ustensiles nécessaires pour bien perfectionner l'ouvrage, comme cylindres de cuivre à chaud, presse et vis à vis de fer, platines de cuivre, lissoirs pour lustrer, buanderies de vastes prairies et de belles eaux, etc. Vous allez retrouver tout ça, c'est pour ça que je me permets de lire ce long texte. Les personnes qui voudront bien leur accorder leur confiance et les employer peuvent solidement compter sur leurs soins et attention, de même que sur la célérité pour rendre les marchandises. Voilà, ils ont peur que, comme les blanchisseurs, vous savez, ils ont tendance à garder le linge souvent plus longtemps qu'il ne faudrait quand ils vous le rendent. Pour la commodité du public et pour qu'à toute heure du jour on trouve à qui parler, ils ont établi leur entrepôt chez M. Lavielle, négociant toiliste, rue des Fossés, où l'on trouve leurs livres de dessin, c'est-à-dire leur catalogue. Les personnes qui auront besoin de parler aux frères Leclerc pourront y laisser leurs adresses et y faire déposer leurs marchandises, où ils auront soin de les rapporter lorsqu'elles seront prêtes. Le disseur Lavielle sera autorisé d'en faire les règlements sur leurs factures. Leur voiture couverte vient tous les jours en ville. On la transportera chez les personnes qui auraient à donner des parties conséquentes. Journal de Guyenne, Bordeaux, 17 juin 1789. Donc peu de temps avant que se produise un événement mieux connu dans le monde que la publication de cette publicité. Donc vous voyez, si je me permets de la citer in extenso, c'est que ça va nous permettre de comprendre mieux comment fonctionne cette manufacture de Beau-Tyran. Vous voyez, Jouy, ça nous donne un peu l'ampleur et la coloration de ces campagnes. Et cette réclame des frères Leclerc, ça nous donne toute la possibilité d'activité de cette fabrique dont on ne connaît de nos jours que la production de ces tissus un peu de luxe. Donc, Jean-Pierre Meillet naît à Boudry, c'est-à-dire à Neuchâtel, en 1763, et meurt en 1820 à Beau-Tyran. C'est lui qui va créer cette fabrique avec des associés qui sont membres de sa famille, comme Verdonnet, David Jonas Verdonnet, qui avait été formé à Nantes dans la fabrique Gorgerat, qui s'était établie un peu plus tôt. Et il crée une société, une association, dont je ne connais pas très bien le statut juridique, mais on le connaît par ailleurs. Et en 1793, ils établissent l'exploitation d'une fabrique à Beau-Tyran, où ils vont acheter en 1797 à Guillaume Joseph de Cazaux, l'héritier de François Armand de Sège, la jolie maison, le petit château de Sège, autour duquel ils vont installer leur usine. Donc, pour vous donner une idée de l'ampleur, bon, c'est 10 fois plus petit que Jouy, à peu près, c'est un ordre de grandeur. 120 ouvriers en 1811, au moment de la splendeur de la fabrique. Ils produisent 8000 pièces par an.
Alors là, j'ai donné, vous voyez, une pièce, c'est à peu près 25 mètres. Et cette production va se prolonger jusqu'en 1832. Donc, un laps de temps relativement court pour cette production. Mais Jouy va évidemment perdurer. Enfin, la grande période des Indiennes, c'est 1780, 1830. Enfin, jusqu'à la Restauration. Après, on va continuer à en produire, parce qu'on en produisait encore au début du siècle, et on en produit encore de nos jours pour la décoration. Mais enfin, c'est la grande période, et c'est ces 50 années où on va produire toutes ces pièces. Alors, voici le château de Sèges, la maison de Sèges, qui est maintenant une maison particulière, donc je n'y ai pas eu accès, mais de l'autre côté de la route nationale, monsieur et madame Micoulot ont installé à Ballambitz un petit musée des arts et techniques dans lequel on peut voir quelques éléments de la production de Beau-Tyran. Alors ce petit manoir, donc Monsieur de Sèges avait été guillotiné à la Révolution, son héritier donc le vend. Et alors on a l'extraordinaire plan cadastral, c'est une des merveilles des archives françaises. Ici on est aux archives départementales, mais tous les départements possèdent, et c'est tout à fait exceptionnel, c'est essentiellement à la Révolution, à Napoléon qu'on doit ça, on appelle ça les plans napoléoniens, ces plans cadastraux, donc ils nous permettent de visualiser, et c'est là-dessus que les historiens du patrimoine s'établissent en premier lieu pour étudier le patrimoine ancien de nos campagnes et de nos villes, c'est-à-dire on a un état du bâti dans les années, j'ai mis vers 1910, c'est évidemment 1810, c'est un état du bâti extrêmement précis, parce que c'est des documents fiscaux, donc il s'agit de ne pas laisser partir quelques deniers à volo, et on a là la fabrique donc, de Beau-Tyran. En face, vous avez Ballambitz et actuellement le musée, mais la fabrique se trouve donc ici, voilà le petit château, et puis tous les bâtiments annexes qui ont été construits pour le développement de cette petite industrie textile dans les campagnes bordelaises. Voilà, et avec les bassins en bas, alors, bon, ces bassins ont été réutilisés sans doute après pour faire avoir des osiers ou des vimes qui ont envahi évidemment ces parties basses, mais à la réflexion, il ne fait aucun doute qu'ils aient été associés au départ à la fabrique. Et ça, c'est ce qu'on voit à Jouy-en-Josas, permet de comprendre la nécessité. Il fallait beaucoup d'eau que l'on puisse renouveler sur des faibles profondeurs pour pouvoir effectuer toutes les opérations de teinture de ces tissus, de ces indiennes. Donc voilà le plan de 1810, donc au moment où tous ces bâtiments existent. Alors, dans le livre de Jean-Louis Autempen, j'ai pu trouver cette reconstitution des différents ateliers, qui est hypothétique, bien sûr, parce qu'on a, vers 1835 ou 36, on a un état des lieux, enfin un inventaire qui permet de comprendre comment se distribuer ces différents bâtiments, mais il n'y en a plus aucune trace sur le terrain. Ils ont été très rapidement démolis, de manière, enfin, un peu, je ne sais pas trop pourquoi, on s'est si vite débarrassé de toutes ces constructions qui avaient peut-être été bâties hâtivement, mais en tout cas qui étaient importantes. Alors, il y en a ici le Grand Saint-Fort, construit en pierre et couvert de tuiles, composé d'une vaste chambre dite magasin à indienne, et les chambres des graveurs. Ça, c'est ce qui est c'est la pièce principale. B, Petit Saint-Four, fort qui abrite une chambre de filature, parce qu'aussi il y avait ce problème d'assurer. Oberkampf avait très vite installé des filatures et des usines de tissage non loin de Jouy. Ici, il y a toujours un problème d'approvisionnement, même si le port de Bordeaux permet d'importer des tissus anglais.
le magasin et l'orangerie à droite, avec au premier étage les chambres de bobinage et sur le toit plusieurs terrasses couvertes de bitume servant au séchage des toiles peintes. Donc on voit, c'est toute une organisation, c'est des bâtiments et c'est des espaces ouverts aussi où l'on va traiter des différentes opérations. Alors, pour traiter ces différentes opérations, j'ai beaucoup hésité parce qu'à Jouy-en-Josas, ils ont fait, dans le petit musée, ils ont fait des dessins tout à fait très très clairs, mais très détaillés. Alors, ça m'aurait pris plus d'une heure pour... Ça m'a déjà pris 2 mois pour comprendre ce que ça voulait dire, mais après, pour l'exposer tout le temps. Et puis, au Musée des Arts et Techniques, Mme Micoulot m'a aimablement communiqué des aquarelles qui avaient été faites. Mais tous ces dessins de Jouy ou ces aquarelles de Beautyran s'inspirent en fait d'une toile de Jouy qui a été produite et commercialisée à Jouy, dans laquelle on a tous les détails de cette fabrication. Donc, en 1784, Jean-Baptiste Huet, qui est un des grands auteur des dessins des toiles de Jouy, a proposé ces dessins avec tous les détails de l'élaboration des tissus. Alors, je passe un peu avant. Donc, les toiles de coton de lin, il n'y a jamais eu, semble-t-il, à Beautyran, il y a cette mention de filature, mais est-ce qu'il y avait des métiers à tisser? Rien ne le prouve réellement, au moins au début. Ce qu'il y a, et c'est ce dont devait parler Marguerite Stahl, en 1820, lorsque s'ouvre la prison pour femmes de Cadillac, il va y avoir un accord passé, parce que toute cette industrie, cette proto-industrie du XVIIIe et du XVIIe siècle, elle se présente aussi comme une œuvre de bienfaisance, si vous voulez. Les industriels vont en profiter pour faire travailler les femmes prisonnières, les enfants, tout ça. C'est vraiment une attitude quasiment philanthropique. Alors, évidemment, on ne va pas jusqu'à les payer le même prix que les ouvriers normaux, si j'ose dire, mais enfin, c'est ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'en 1820, on a un accord avec la maison de force de Cadillac, où 120 prisonnières vont travailler à la fabrication de ces toiles. Alors ça, j'espère que Marguerite nous donnera plus de précisions sur ce détail. Je vous dis, Oberkampf, lui, il fait carrément construire une usine pour fabriquer ces tissus. Donc, ce que je n'ai pas dit, mais c'est que, évidemment, tout ça sous-entend des moyens. Alors, les Meyer, ils sont très modestes, mais Oberkampf, il est appuyé par toute la banque protestante et suisse, qui, du reste, est toujours aux manettes dans la production française de nos jours. Donc, préparation de la toile de coton. Et là, on voit effectivement comment on a besoin de bacs, d'ateliers. Alors, très sommairement, il faut d'abord, le coton, on le reçoit brut. Donc, il faut déjà qu'il soit sélectionné à la production. Et on va le préparer, c'est-à-dire on ne va pas l'utiliser tel qu'il arrive. On va l'enduire, on va le faire sécher, on va le presser avec des rouleaux pour que ce soit une belle toile qui prenne bien les couleurs. Alors, voici, c'est dans ces cuviers que sont les toiles à blanchir, sur lesquelles on jette de la lessive, que l'on puise dans les chaudières. Elles retournent par des tuyaux. Bon, ça, c'est des planches qui proviennent de l'encyclopédie. Mais voilà, donc ce sont des ateliers successifs. Donc, on prépare les toiles, une part, on va les enduire, on les sèche, on les lave et on va les griller, c'est-à-dire on va les passer sur des cylindres de métal chauffé pour bien les aplatir, comme au fer à repasser. Alors là, c'est une petite aquarelle du Musée des Arts et Techniques, mais qui est inspirée effectivement de ce que l'on a pu voir par ailleurs à Jouy, où je ne crois pas qu'il y ait eu dès l'origine des représentations de ces travaux. Alors, ces aquarelles sont très charmantes parce qu'elles montrent combien ça reste champêtre, cette production. Elle est à la fois industrielle et très liée au paysage, parce que c'est une production qui ne peut se faire que dans la campagne, parce qu'on a besoin justement de cette eau du ruisseau, le Gannemort, qui est le ruisseau qui va
à Beautiran, se jeter dans la Garonne, et qui est cette belle rivière, de ces belles rivières landaises à l'eau très claire, qui vont permettre justement de combiner à ces produits que l'on va voir maintenant, à produire l'étoile de Beautiran. Alors, il faut des colorants, bien sûr, la guèdre, enfin l'indigo, et puis on va aussi avoir besoin de mordants, parce que l'astuce indienne est celle-ci. Si vous imprimez directement avec la garance, la guèdre ou l'indigo, rouge ou bleu, ou avec d'autres teintures qui peuvent vous amener, c'est toute une chimie très complexe. Hein. Il y a des gens qui connaissent très bien ici cette inventivité de cette science pratique qui est mise en œuvre à l'époque des Lumières. Il n'y a pas que les écrits éthérés et philosophiques. Hein. Il y a toute une production scientifique qui va être mise au service de l'industrie. Si vous imprimez à l'indigo, à garance, rouge ou bleu, et que vous lavez, c'est pas bon teint, tout ça va au premier lavage. L'astuce, c'est d'imprimer d'abord les tissus avec ce qu'on appelle des mordants. Et ça, c'est vraiment une cuisine chimique très compliquée, avec de l'alun, bien sûr, ça on le sait depuis longtemps, mais des sulfates de fer, de cuivre, ou aussi un colorant qu'on appelle le myrobolam. C'est de là que vient le terme myrobolan. Ça, je dois à Catherine de Gabory de m'avoir appris ceci. C'est très prisé, et c'est une des composantes de ces toiles indiennes. Alors là, au musée de Jouy, vous avez les racines de garance. La garance, une fois travaillée, qui a sa couleur rouge. Et puis l'indigo, qui sont les principales tentes textoriales qu'il faut préparer. Alors on a cette espèce de machine extraordinaire. Ça, c'est dans la toile de Jouy, où Huet a reproduit ces machines. Vous voyez, c'est quelque chose d'assez complexe pour arriver à produire cette grande quantité de matière nécessaire à l'impression. Ensuite, l'impression est effectuée avec ces plaques de bois qui sont gravées et qui vont servir, c'est des carrés d'une 50aine de centimètres de côté, quelquefois plus petits, qui vont être imprimés sur le tissu pour imprimer les mordants. Et ce mordançage donc, va permettre par la suite, donc il va être opéré soit avec des plaques de bois, soit avec des plaques de cuivre. Ça, c'est une plaque de cuivre de Beautiran, une de celles qui sont conservées au musée Lambinet de Versailles. Je crois qu'elles sont en restauration, il y en a 7 ou 8, mais il y en a une qui a été prêtée au musée de Jouy, où j'ai pu la photographier. Je me suis mis là-bas, à gauche, par narcissisme, bien sûr, mais aussi pour donner l'échelle. Vous voyez, ce sont des grandes plaques, et ce n'est pas aisé quand même à manier et évidemment, pour des bandes de 25 mètres sur 1,20 m de large, il faut quand même beaucoup de temps pour les imprimer à la plaque de cuivre. Alors, on a ces machines extraordinaires dont on regrette bien ou alors des rouleaux. Alors, là, mon gendre fait l'échelle sur cette image, avec ces rouleaux de cuivre qui ne sont pas des rouleaux de Beautiran, là, c'est à Jouy en Josas cette fois, ou de cuivre, ou à droite aussi d'autres types de rouleaux qui, à partir du début du XIXe siècle, vont devenir beaucoup plus courantes et vont faciliter encore la production. Alors après ça, on va opérer ce qu'on appelle alors on va imprimer le mordant, et une fois que ce mordant a imprégné les tissus, on va plonger les tissus dans ce jus de garance ou d'indigo, et ils vont être tout bleus et tout rouge. C'est ce que vous aviez tout à l'heure sur la vue de Jouy en Josas par Oberkampf. On les étend, on attend que ça prenne bien, que le mordant et le colorant se solidarisent, et après on va laver. Et alors tout ce qui s'en va, c'est pas bon teint, donc, on a une toile beige et rouge, ou beige et bleu, et il va falloir ensuite que ce beige devienne blanc. Donc on va relaver une deuxième fois, et on va étendre au soleil et à la lune
jusqu'à ce qu'on trouve un amas de l'eau de Javel qui va faciliter les choses, pour bien blanchir le support et bien faire contraster les couleurs. Vous voyez, c'est quand même... Et encore une fois, je simplifie beaucoup. Alors on voit là les toiles qui pendent, les toiles qui sont étendues, et après ça, on va calander à chaud, c'est-à-dire on va repasser et passer sur les cylindres ces toiles pour bien les aplanir, les presser, les emballer, les expédier, etc. Donc, vous voyez, encore une fois, si vous allez à Jouy, vous verrez détailler plus pleinement. Alors là, je vais passer très vite sur ce que vous attendez tous, mais justement, ce n'était pas ça dont il était question. Je ne vous avais pas parlé des toiles de Beau-Tyran, et croyez-moi que c'est de ça dont j'aurais aimé parler, mais de la fabrique. Donc, ces Indiennes, au terme de ce long processus, vous avez bien compris, l'ingéniosité, c'est d'arriver à associer ce mordant et ces colorants. C'est là que toute la chimie intervient, et que quand même tout ça soit très propre, très net, très vendable, parfaitement présentable en magasin. Alors voilà, il y a évidemment ces magnifiques fleurs et rubans, la fritilière impériale, les perroquets à droite. Il paraît que celle que j'ai mis en couverture, en première image, m'a dit Madame Micoulot n'est pas une toile de Beau-Tyran, mais celles-ci le sont. Et puis là, j'en ai mis tout un échantillon d'autres toiles avec ces merveilleux motifs végétaux. Alors là, vous en avez beaucoup. Vous en avez au musée de Beau-Tyran, il y en a au musée des arts décoratifs, il y en a beaucoup, il y en a au musée des arts et techniques aussi. C'est tout un répertoire tout à fait extraordinaire. Je vous invite à aller au musée des arts et techniques et à acquérir ce petit ouvrage où vous avez tout ceci et qui vous permettra de faire des razzias chez les antiquaires qui vous attendent au tournant, parce que plus personne n'ignore ce que sont les toiles de Beau-Tyran. Et on a ces toiles historiées, si vous voulez, qui sont les plus fameuses, mais qui sont qu'une petite partie de la production. C'est celle qui s'est prolongée le plus longtemps, ce qu'on appelle la toile de Jouy. C'est les Indiennes. Bon, on n'achète plus d'esclaves, ça se fait plus, c'est plus à la mode. Donc les Indiennes de traite, ça marche plus. Les fleurs, bon, on a le moyen d'en trouver par ailleurs, mais ces toiles, alors on a des motifs comme ça. Chaque toile, chaque pièce est composée de plusieurs motifs. Vous voyez celle-ci qu'on appelle la danse savoyarde ou la lessive, parce que c'est des petites vignettes différentes qui sont produites à partir de gravures d'auteurs techniques. Non, ça revient. Donc, très divers. Et chaque fois, il faut les positionner. Alors, il y a des petites pointes aux angles des plaques pour les positionner pour pas qu'elles se superposent. C'est un travail extrêmement méticuleux. Et chaque planche, enfin chaque tissu, est composé de 5, 6, 7 motifs différents qui sont associés au grès. Ceci, Dites merci ou Le Retour du bon père, d'après Fragonard, d'après Charles Benazek, Jean-Baptiste Huet et François Boucher. On a oublié 4 gravures de 4. À ce moment-là, le droit d'auteur n'était pas encore ce qu'il est devenu, une espèce de monstrueuse complexité. Et à droite, la plaque qui est conservée à Jouy, où vous avez, vous voyez, c'est inversé par rapport à la production, où vous avez, c'est à partir de là qu'ont été fabriquées ces toiles. En voici une autre, donc avec un autre motif. Alors évidemment, c'est extrêmement séduisant, tout ça. L'une des plus belles, les plus connues, le char de l'Aurore. Alors là, on n'a pas hésité à aller prendre le modèle dans la grande peinture du début du XVIIe siècle. C'est un Guido Reni Guido Reni qui a peint le plafond d'un casino, d'une petite maison de campagne donc italienne, et le char d'Apollon, donc que vous voyez ici en bas à droite. Alors là, j'ai supposé 2 reproductions. C'est très difficile, vous savez, avec les diapos, tout ça, d'avoir les couleurs. Mais de toute manière, la variété des tons est très distincte. Vous pouvez avoir cette même pièce de char de l'Aurore, vous pouvez avoir un rose ou presque un rouge presque brun. Ça dépend de l'état de conservation, mais ça dépend aussi du bain initial, qui n'était pas homogène. C'est homogène sur une pièce, mais d'une pièce à l'autre, ça peut changer. Et d'autant plus que même les motifs peuvent changer d'une pièce à l'autre. Et ça, c'est le grand travail de Jean-Louis Autempen qui permet de voir si c'est
Premier tirage, deuxième tirage, si ça a été fait après, parce que ces plaques ont été vendus après 1832, elles ont circulé, et donc et elles ont été copiées. Donc tout ça, c'est un autre problème sur lequel que je ne peux pas traiter. Celui de Diane et Endymion, donc une autre toile. Vous voyez toujours un petit peu le même esprit. Donc ça évolue. Télémaque et Calypso, là c'est un peu plus ambitieux. C'est un motif beaucoup plus néoclassique. C'est quelque chose qui est inspiré, qui se rattache à la fois à la littérature, donc qui est un peu moins rustique que les toiles précédentes, imprimé au rouleau cette fois. Et voilà. Et donc je termine là-dessus. Vous voyez, ces toiles, donc vous pouvez voir, tout ça, c'est pour vous inviter, vous inciter à aller visiter le musée des arts et techniques. Vous en verrez quelques-unes, puisque malheureusement le musée des arts décoratifs, comment dis-tu, Philippe? Ah oui, ADD. MADD, MAD. Le MAD est fermé, mais il réouvrira, j'espère, un jour. Et mon souhait est que l'on fasse un jour une belle exposition à partir de tous ces trésors et tout le travail considérable qui a été effectué par Marguerite Stahl lorsque, dans les années 80, il y avait un projet d'ouverture d'un musée à Beau-Tyran. Donc je termine avec cette diapositive. Alors, j'ai mis les Indiennes comme ce que j'appelle manifestation du syndrome de Talleyrand. C'est un syndrome qui nous touche tous. Hein. Qui n'a pas vécu dans les années voisines de 1780, nous c'est plutôt 1960, mais qui n'a pas vécu dans les années voisines de 1960 pour nous, mais de 1780 pour le monde entier, n'a pas connu le plaisir de vivre. Et je termine avec ces 3 images qui nous montrent comment, alors à droite et en bas, à droite c'est une peinture de Dupas, vous voyez, qui s'appelle Les Perruches, à laquelle cette jeune femme, vous voyez, dans les années 30, est vêtue d'une toile de Beau-Tyran. En bas, c'est ma réclame à moi, c'est ma sœur, Kinia Ragoise, qui utilise aussi des toiles de Beau-Tyran. Mais à gauche, c'est ça que un jour, et là c'est ça qui est merveilleux dans la vie, cette expo que j'avais vue il y a une dizaine d'années, j'imaginais pas du tout un jour avoir parlé des toiles de Beau-Tyran, mais comme j'étais déjà un grand amoureux de ces toiles, j'avais trouvé dans une expo de Fujita, qui était à Paris, dans un petit musée parisien, où il y avait ces 3 petits chiens sur cette toile de Beau-Tyran, cette fois garantie, et comment Bontin. Hein, c'est-à-dire un bon teint. Donc voilà, qui montre comment on n'arrive pas à s'arracher à la contemplation. Et je pense que ça touche en nous quelque chose qui a trait à cette espèce de ce que j'appelle, donc, j'ai inventé ce terme pour la conférence. Donc le syndrome de Talleyrand, je ne sais pas si ça passera dans le vocabulaire psychanalytique, mais en tout cas, il vous est offert ce soir en primeur. Voilà, merci. Merci beaucoup, beaucoup. On a un petit peu de temps, pas beaucoup, pour des questions. Si je peux t'en poser une, enfin 2, qui ne montrent que mon inculture. C'est quoi le mirobolant et pourquoi le nom de Saint-Fort? Le grand Saint-Fort et le petit Saint-Fort. Alors, bon, le mirobolam, c'est Catherine de Gabory qui m'a fait connaître ce terme. C'est une teinture, mais ce n'est pas un mordant. Hein, c'est une teinture qui est utilisée en Inde et qui est exportée et que les ateliers de teinture apprécient beaucoup. Donc, on l'achète très cher et c'est de là, sans doute, que vient le terme mirobolant. Ce que dit Catherine, et je la crois, parce qu'évidemment... Quant à Saint-Fort, parce que M. Meillet, son premier-né, il avait 3 ans, il avait un problème de rage de dents, et il est allé l'asseoir sur le coffre de Saint-Fort. Enfin, ça vient juste de sortir de mon imagination, mais c'est parce que je n'ai réellement aucune réponse scientifique à vous produire. Mais c'est ça, quand on écrit l'histoire, il faut boucher les trous, et surtout,
quand vous avez le malheur de laisser un quart d'heure pour poser des questions, il faut s'attendre au pire. Je suis désolé. Non, mais c'était frappant de Saint-Fort. J'ai remarqué l'utilisation de la bouse de vache pour laver. Moi, je connaissais la cendre, mais pas la bouse de vache. Mais ça, c'est vraiment... pour autant à Jouy qu'à Beau-Tyran, c'est ce qui est le plus efficace pour décrasser les toiles. Avant de les rincer, c'est le bousage. Hein, on les trempe dans un bain de bouse et après ça, cette bouse agit comme une lessive, si vous voulez. Et je pense qu'en même temps, elle n'a pas l'agressivité d'une lessive comme on va avoir justement la Javel qui va apparaître assez vite. Hein. C'est aussi un produit des Lumières, l'eau de Javel. Mais on s'en méfie. Tandis que la bouse de vache va permettre d'obtenir ces blancs sans affecter les parties teintes. Si je peux poser une question que vos photos ne permettent pas d'élucider, est-ce que les motifs de ces toiles sont en relief sur le cuivre ou en creux? Alors, sur le cuivre, c'est en creux, et sur les plaques de bois, il y a différentes techniques pour les plaques de bois. Si je peux revenir en arrière, mais vous voyez, on a les deux formules sur les. Il y en a qui vont être imprimés. Vous voyez, la plaque de droite, c'est en creux, et la plaque de gauche, c'est des éléments qui sont incrustés de métal, qui sont incrustés dans les plaques de bois. Donc, ces deux techniques qui vont donner évidemment des textures, des qualités très très différentes. Les deux sont utilisés. Mais vous avez vraiment l'œil, Michel, parce que c'est une question que je me suis posée. Ça, si vous voulez, c'est ce que j'ai compris en visitant le musée de Jouy. Parce que quand vous lisez les descriptifs de ces techniques, c'est quand même difficile à comprendre. Il faut dire qu'on n'a pas abandonné les techniques de l'impression en réserve. On a continué à utiliser de la cire, si vous voulez, quand vous avez beaucoup de couleurs différentes, ce n'est pas obtenu à la première pression bon teint à partir du morsandage. Hein. C'est parce qu'après, vous avez vu dans l'atelier de Véter d'Orange, il y a les pinceauteuses. Et à ce moment-là, on va reprendre les toiles et on va reprendre des éléments avec les différentes techniques. C'est ça qui rend l'explication très, très compliquée. En fait, le plus simple, les plus simples de ces toiles, les plus faciles à produire, celles qui coûtent le moins cher, c'est celles qui nous plaisent le plus. Ce sont ces toiles en camailleux, où il n'y a qu'une couleur, qui sont imprimées d'abord avec des plaques de cuivre qui sont gravées, j'imagine, enfin, ce n'est pas des eaux fortes, c'est gravées à la pointe sèche ou au burin, et qui peuvent être gravées, regravées, reproduites, ou les rouleaux. Et à partir du moment où on a ces rouleaux, on produit vraiment des centaines de mètres à la journée, de manière très facile. C'est beaucoup plus facile, paradoxalement, de produire ces toiles à personnages que ces merveilleuses toiles avec les bouquets de fleurs, les perroquets, tout ça. Il y a beaucoup plus de passages, beaucoup plus de complexité de production. Si ce que j'ai compris, je l'ai bien compris, mais bon. On te fait confiance. Oui, tu as parlé de l'importance du mordant. Et est-ce que les Indiennes et les Perses qui venaient de l'océan Indien utilisaient déjà cette technique? Oui, ah, oui. Ouais, c'est ça. C'est pas tellement sur les colorants que les espions, enfin je dis espions entre guillemets, mais qui sont envoyés en Inde pour... c'est l'apport de
de l'indiennage, ce qui va faire, c'est l'utilisation du mordant. Mais ces mordants, dans le monde indien et le monde oriental, ils sont limités. Ça doit être surtout de la lin et le travail de tous les chimistes des Lumières, ça va être de pousser cette technique, d'arriver à avoir des mordants de plus en plus efficaces et de plus en plus susceptibles d'être adaptés aux différents colorants. Là aussi, sous réserve de quelqu'un qui soit un spécialiste pour me contredire. Le calendrage. Le calendrage, en fait, d'après ce que j'ai compris, c'est le pressage des toiles. Oui. C'est les rouleaux à calendrer, c'est-à-dire c'est avant l'impression, et après l'impression, ça repasse. En fait, c'est un système de repassage, si vous voulez. C'est ces cylindres qui sont chauffés, sur lesquels on passe les toiles. C'est ça, le calendrage. Et en même temps, ça raffermit la toile. Ça veut dire qu'à Beautyran, il achetait donc les métrages tissés de coton brut. Oui. Contrairement à Oberkampf, qui lui, il devait les tisser probablement, ou faire les deux. Au début, Oberkampf achète. Je n'ai pas l'année, mais il installe assez vite dans les années 1780, peut-être même dès les années 1780, donc une vingtaine d'années après l'installation à Jouy, il installe mais avec des fonds financiers considérables, il installe, je ne me souviens plus où c'est, mais c'est tout près de Jouy, et il installe cette fabrique qui travaille à la navette volante, avec les techniques anglaises qui sont importées et financées par, évidemment, la finance importante dont dispose Oberkampf. Mais la matière elle-même, coton, vient toujours d'extrêmement. Toujours. Oui, j'ai essayé d'en planter au Tourne, mais ça ne pousse pas. D'ailleurs, la carte que tu montrais des différentes fabriques d'indiennes en France, toutes sont installées à côté de grands fleuves, manifestement, enfin d'après, me semble-t-il, les fleuves n'étaient pas représentés tous sur la carte, c'est dommage, mais c'est clairement pour pouvoir le transporter et enfin, importer et exporter. Enfin, oui. C'est essentiellement la Normandie, parce que c'est là qu'il y a, autour de Rouen, dans le port de Rouen, c'est le grand lieu de production. D'ailleurs, c'est les plaques de Beautyran vont partir, oui, à Rouen, je crois. Et Nantes, qui est une grosse zone de production. Bon, Marseille, très tôt, Orange. Oui, effectivement, c'est des tissus d'importation et très liés au commerce avec l'Angleterre, quoi. C'est pour ça aussi, après, au XIXe siècle, avec le blocus, tout ça, ça va devenir difficile de se procurer. Voilà. Juste une dernière question, et puis après... Je n'ai pas bien compris. Le mordant est mis sur le coton et c'est après que la teinture prend... Oui. D'accord. Oui. On passe on trempe le tissu dans un mordant et le rouleau va faire pénétrer ce mordant dans la fibre du tissu. Voilà. Et donc, et après, on va laver le tissu pour que le mordant disparaisse des autres. Ou non, on ne va pas le laver tout de suite. C'est-à-dire, le mordant va absorber aussi le colorant, mais et les parties sur lesquelles il n'y avait pas de mordant, donc au lavage, tout va disparaître. Je me suis fait comprendre? Parce que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre. C'est vrai que je n'ai pas essayé. Il faudrait que je fasse une petite fabrique. Oui, c'est une bonne idée. Un peu d'archéologie expérimentale, tant qu'à faire. Voilà. Bon, encore une fois, merci infiniment.